Bonsoir et bienvenue à tous dans cette deuxième édition de la Crypto Night. Je suis Serge Petrov, Head of Decentralized Ledger Technologies au sein de Cryptosphère France. Cryptosphère, qu'est-ce que c'est? Il s'agit donc de la première association étudiante française spécialisée sur les technologies blockchain, crypto-monnaie, intelligence artificielle, Internet of Things et puis maintenant deux sessions la réalité virtuelle. Donc nous sommes présents sur 6 campus. Télécom Sud Paris, IMT Business School, Rennes School of Business, Kedge Marseille, ainsi que Centrale Marseille. Et pour la petite dernière qui arrive, l'EM Lyon. Donc pour cet événement, je serai accompagné de Fanny Michalakis, notre IT Manager, Guillaume Girard, le Head of Digital Assets, ainsi que de Ziad Agui, qui enregistre cet événement en live sur Twitch. Donc ce soir, on va parler tokenisation sous forme de table ronde hybride. Vous, dans la salle, sur AdSpace VR, ainsi que sur Twitch, vous êtes invités à participer pleinement à cet événement, à poser vos questions à nos invités. Invités que nous allons laisser se présenter. Mais avant de commencer, nous tenions à nous excuser, puisque ce soir, nous n'aurons pas l'honneur d'avoir la présence de M. Jean-Michel Miss, député de la 2e circonscription de la Loire, qui a dû décommander au dernier moment pour des raisons personnelles. Donc je vais laisser Rémi Oscan se présenter pour la suite. Merci Serge. Rémi. Bonsoir à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez très bien? Vous m'entendez pas? Faites des petits. Si vous entendez, nickel. faites des petits. Voilà. Ok. Génial. Ok, parfait. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être venus pour assister à cette première session des Virtual Reality Conference. Donc je m'appelle Rémi Oscan, donc je suis le CEO de Tosec.io. C'est une plateforme de tokenisation qui est destinée à toute entreprise qui souhaiterait pouvoir se financer ou tokeniser une certaine partie de ses actifs, mais également à celles et ceux qui voudraient pouvoir créer, manager et distribuer ces actifs digitaux sans avoir de nécessité d'avoir aucune connaissance technique en matière de technologie blockchain pour pouvoir le faire. Donc si je suis là ce soir, c'est avant tout pour pouvoir vous permettre d'échanger directement sur tous ces aspects qui sont liés à la tokenisation, pour qu'on puisse comprendre en quoi est-ce qu'elle consiste, quels sont ses enjeux majeurs et pourquoi est-ce que finalement la tokenisation constituera la principale utilisation de la technologie blockchain dans les années à venir. Mais au-delà de tout ça, je suis également l'initiateur de la première fédération française des professionnels de la blockchain que j'ai le plaisir d'avoir créée avec Jean-Michel Miss, donc député de La République En Marche, qui malheureusement pour des raisons familiales n'a pas pu être parmi nous ce soir. Et je me ferai un plaisir de vous expliquer en quoi la fédération peut contribuer de façon extrêmement importante à la structuration de notre écosystème et surtout à une professionnalisation de l'ensemble de ces acteurs. Je suis également, sur ce dernier point, je suis également depuis ces 3 dernières années consultant auprès du Parlement européen sur toutes les questions liées à la technologie blockchain et la réglementation qui pourrait s'appliquer en fonction de ces usages, notamment dans le secteur financier. Et donc, j'aimerais partager avec vous ce soir un peu de mon expertise et de mon expérience dans le domaine pour, je l'espère, vous permettre de mieux comprendre en quoi consiste la tokenisation et ses enjeux. Notre deuxième intervenant, il s'agit de Bilal El Alami, CEO d'EquiSafe. Donc il a un peu de retard. Donc on va juste parler plus largement du sujet, qui est quelle place pour la tokenisation en France et en Europe. Donc on va parler de ce que c'est techniquement, en quoi ça consiste, juridiquement parlant également, le développement de ce phénomène, comment nos fleurons français vont évoluer face à la concurrence française évidemment, mais européenne, et pourquoi pas une concurrence mondiale. Quels impacts également peuvent avoir la crise sanitaire que nous vivons, mais également la crise économique et financière sur ce phénomène de tokenisation et tout un tas d'autres questions que vraiment nous vous invitons à poser à nos intervenants. Donc si tu le veux bien Rémi, on va tranquillement commencer avec avec une petite introduction. Voilà pour l'ensemble
des spectateurs, peut-être que le concept de tokenisation, ce n'est pas forcément clair. Est-ce que tu peux rappeler un peu quel est ce, quel est, quel est ce phénomène? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est la tokenisation finalement? Bien sûr, la tokenisation, c'est tout simplement le processus de création d'un actif digital unique qu'on appelle un token, qui va conférer à son détenteur des droits similaires à ceux conférés par l'actif physique sous-jacent qu'il représente. Dit autrement, cet actif digital pourrait être échangé sans intermédiaire, de pair à pair, via une infrastructure de type blockchain. Donc c'est tout simplement un processus qui vise à créer un actif digital qui va représenter un actif bien spécifique. Donc ça peut être un bien immobilier, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un titre financier classique, ça peut être les sociétés, les actions d'une société cotée ou non cotée, puisque les bénéfices de la tokenisation sont extrêmement larges et je pense qu'on y viendra juste après. Très bien. Alors, du coup, comment est-ce que ça fonctionne techniquement? Comment est-ce qu'on tokenise un actif sur une blockchain? Eh bien, tout simplement en créant un actif digital qui va venir représenter l'actif sous-jacent dont je vous ai parlé. Techniquement, à quoi ça ressemble? C'est très souvent un token de type ERC20, donc, qui est le standard aujourd'hui répandu. Donc, c'est un token qui peut être échangé sur n'importe quel type de wallet, puisque c'est le standard technique le plus répandu. Donc, comment ça marche? Donc, vous allez créer un actif digital en fonction de l'actif sous-jacent. On va prendre un exemple. Vous avez par exemple un bien immobilier que vous souhaitez tokeniser. Aujourd'hui, un bien immobilier ne peut être détenu soit en propriété unique ou en indivision par deux personnes, deux ou trois personnes, mais on ne peut le fractionner. Aujourd'hui, on peut difficilement fractionner un bien immobilier. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir effectivement pouvoir fractionner ce bien en créant 1000 tokens qui vont représenter chacun, donc un millième de la propriété de l'actif immobilier. Et en échangeant cet actif qui peut être échangé de façon beaucoup plus facile qu'échanger la propriété, le changement de propriété d'un actif immobilier, c'est un processus qui peut être extrêmement lourd et qui implique un temps qui est très très important. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez, de façon extrêmement rapide et simple, échanger, au même titre que vous échangez du Bitcoin, avec une contrepartie, cet actif, et donc transférer la propriété de cet actif de façon extrêmement rapide et simple, et surtout de façon irréversible et définitive, puisque ça constitue l'une des caractéristiques de la technologie blockchain, qui consiste à justement avoir un caractère irréversible de l'ensemble des transactions, et de pouvoir y apporter une traçabilité certaine au niveau du changement de propriété. Très bien, donc c'est finalement des avantages d'immuabilité et efficace de processus en supprimant, tu prenais le cas justement d'un bien immobilier, en supprimant l'intervention des notaires par exemple. Alors du coup, comment est-ce qu'on régule un tel phénomène en France et un peu ailleurs en Europe? Alors c'est très difficile de réguler un cas d'usage en soi, puisque les bénéfices de la tokenisation, je le rappelle, c'est la possibilité de faire une transaction directe en quasi temps réel entre l'acheteur et le vendeur. C'est la possibilité d'échanger cet actif de façon transfrontalière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tous les jours de l'année. La possibilité de pouvoir diviser cet actif, donc diviser la propriété de l'actif, et surtout de s'assurer de l'intégrité et une gestion transparente de ces actifs. Donc la réglementation, on ne peut pas réglementer une technologie. Ce qu'on peut réglementer, en revanche, c'est un secteur d'activité. Et donc dans un secteur d'activité bien donné, à l'image par exemple du secteur immobilier ou du secteur financier, il faut tout simplement que la réglementation reconnaisse une force probante aux échanges qui sont réalisés à travers la blockchain comme ayant une force probante équivalente au contrat écrit ou tout simplement à l'acte notarié ou sous seing privé. Donc ça implique de la part du législateur, en fonction naturellement du pays, puisque tous les pays ne sont pas concernés, d'identifier dans un premier temps les obstacles juridiques qui pourraient exister en matière de tokenisation, et ensuite à les lever pour favoriser justement le développement et la circulation de ce type de processus. L'avantage, encore une fois, par exemple pour le marché immobilier, c'est de pouvoir offrir la possibilité à n'importe qui dans le monde d'investir dans un bien immobilier sans nécessité même de se déplacer et d'être présent physiquement sur le territoire.
Et on l'a vu qu'aujourd'hui, avec le Covid, ce type de cas d'usage prend pleinement tout son sens puisqu'il permet de favoriser une meilleure circulation du capital et, in fine, développer les secteurs d'activité qui sont concernés par la tokenisation. Donc, pour répondre de façon extrêmement simple à ta question, il faut avoir une approche au cas par cas. Alors, dans cette approche au cas par cas, combien d'entreprises avons-nous en France qui se sont spécialisées dans des domaines de tokenisation, mais qui traitent finalement d'actifs qui sont bien différents? Comment, Alors, finalement, est-ce que la concurrence s'intensifie? Et si oui, comment est-ce que, en tant qu'entreprise qui tokenise, peut-on trouver un avantage concurrentiel alors, dans ce qu'il cet faut savoir écosystème aujourd'hui, français? Alors, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est qu'il y a une véritable aujourd'hui course effectivement à la tokenisation pour devenir leader dans ce marché. Ce que nous assumons clairement au sein de Tozex et qu'on est, on est bien positionné effectivement pour pouvoir avoir une bonne part de ce marché dans les prochaines années. Mais aujourd'hui, le processus de tokenisation existe et il est pour essentiellement fait de façon manuelle. C'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup de sociétés vous proposent la possibilité de pouvoir tokeniser vos actifs mais vont vous proposer de le faire de façon manuelle, sans l'existence d'une vraie infrastructure qui vous permette finalement de pouvoir créer vos actifs, les gérer et les manager de façon totalement discrétionnaire et sécurisée. Donc ça, aujourd'hui, en matière de concurrence, nous, effectivement, chez Tozex, on a développé donc, une première version de notre plateforme qui permet aujourd'hui de pouvoir créer vos actifs, les gérer, les distribuer, mais également les stocker dans un digital vault que nous mettons à disposition de nos clients. Et on a aujourd'hui plus de 20 000 utilisateurs de notre plateforme qui utilisent justement tous les outils qui sont mis à leur disposition pour pouvoir réaliser cette tokenisation. Et je le répète, sans nécessité d'avoir aucune connaissance technique en la matière. Et c'est bien là l'enjeu, puisque les freins à l'adoption de la technologie blockchain sont notamment la nécessité d'avoir une vraie connaissance technique sur le fonctionnement de la technologie, ce qui constitue une barrière et que nous essayons, à travers les outils que nous proposons, justement, de résoudre. Dit autrement, aujourd'hui, tout le monde utilise Internet. Je suis persuadé que si je demande à l'ensemble des personnes qui nous regardent aujourd'hui comment fonctionne Internet, il est très probable que 90% d'entre eux ne sachent pas comment fonctionne Internet. Et à vrai dire, on n'en a que faire. Il faut tout simplement s'interroger sur quels sont les bénéfices d'Internet. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde l'utilise dans les quatre coins du monde. Ça permet de pouvoir discuter en temps réel avec n'importe qui, quelle que soit sa géolocalisation. Ça permet de pouvoir faire du commerce en ligne et ça permet justement de pouvoir avoir une capacité à commercer et à proposer des produits et services à tout un chacun à l'autre bout de la planète. Donc, que permet finalement de faire la tokenisation? Eh bien, elle permet de rendre beaucoup plus liquide un actif qui souffre d'un problème d'illiquidité. Elle lui permet de pouvoir être échangé de façon quasi instantanée entre deux parties de façon pair à pair. Et surtout, elle permet de diviser la propriété de cet actif en plusieurs millièmes ou centaines de millièmes en fonction de ce qu'on souhaite faire. Donc oui, la tokenisation constitue véritablement un enjeu et beaucoup d'acteurs l'ont parfaitement compris. C'est pour ça que justement, ils essaient de s'en saisir pleinement. Mais il faudrait effectivement pouvoir mettre à disposition de tout le monde, entreprises et investisseurs, des outils qui soient extrêmement faciles pour être pris en main et favoriser finalement l'inclusion financière en utilisant la tokenisation. Alors, ce que tu dis sur l'interface utilisateur, ça me fait beaucoup penser à ce que disait Mark Cuban, le milliardaire américain, qui disait justement qu'il n'aimera Bitcoin que lorsque ce sera potentiellement utilisable par sa grand-mère. Donc, on retrouve vraiment cette idée-là d'UX, donc d'expérience client même, au sein même de la tokenisation et même plus largement des interfaces blockchain. Alors Ziad, je voulais savoir si on avait quelques questions déjà sur le chat Twitch qu'on puisse poser à Rémi. Pour Ziad, l'instant, on n'a pas encore de questions dans le chat Twitch. on n'a pas encore de questions? Ok, d'accord. Est-ce que, Rémi, est-ce qu'on a des dispositions de l'État français spécifiques pour soutenir toutes ces entreprises qui se spécialisent dans la tokenisation? Est-ce que Alors, vous, est-ce au qu'il sein de existe Tozax, vous avez été soutenu
Alors que ce soit Alors, financièrement, moralement. Justement, c'est justement l'un des objectifs de la fédération que j'ai créée avec Jean-Michel Mis, c'est justement de pouvoir favoriser les relais auprès des institutions, donc à savoir le gouvernement, mais également les acteurs institutionnels à l'image de BPI France ou d'autres, on va dire, organismes étatiques qui sont des financeurs publics. Donc ça peut être la région Île-de-France, ça peut être le conseil régional. Donc c'est aussi l'ambition à travers la fédération. Alors nous, ce qu'il faut savoir, effectivement, TOSEX, nous, on a pu échanger de façon extrêmement régulière avec des représentants du gouvernement sur la possibilité de pouvoir utiliser TOSEX demain comme une infrastructure qui vise justement à favoriser l'inclusion financière et à offrir aux petites et moyennes entreprises un moyen de pouvoir se financer de façon extrêmement simple et rapide sans effectivement dépendre des méthodes de financement traditionnelles qui, comme on le connaît, trouve toutes ses limites, notamment dans une période comme la nôtre actuellement, où malheureusement les petites et moyennes entreprises ne sont pas forcément les premières à bénéficier des aides publiques, ne sont pas forcément les premières à bénéficier des investissements réalisés par les ventures capitalistes, et non plus celles qui sont les premières à bénéficier des investissements réalisés et des emprunts concédés par les établissements bancaires. Donc aujourd'hui, il n'existe pas en France de dispositifs spécifiques liés à subventionner on va dire les acteurs qui se lancent dans la tokenisation, mais il existe bien des fonds d'investissement public qui étaient effectivement mis en place par BPI France avant la période du Covid, qui aujourd'hui, post-Covid, eh bien, force est de constater que malheureusement, il est très probable que les fonds qui étaient destinés à notre écosystème soient rongés, soient rognés, pour être affectés à d'autres priorités qui se comprennent parfaitement. Et c'est là où, en fait, aujourd'hui, tous les acteurs de l'industrie ont une responsabilité sur l'évolution de notre industrie. Et c'est le vœu que nous avons fait avec Jean-Michel Mis en créant la Fédération française des professionnels de la blockchain, tout simplement. Alors du coup, ça consiste en quoi la fédération des professionnels de la blockchain? Quel est l'intérêt? Et puis c'est quoi la différence avec l'ADAN, donc l'association des actifs digitaux? C'est une très très bonne question et je te remercie de la poser. Alors avant tout, il s'agit d'une fédération et non pas d'une association. Qu'est-ce que ça signifie? Que la fédération ne poursuit pas un but non lucratif et qu'elle est destinée uniquement aux personnes morales, donc aux entités qui sont dotées d'une personnalité juridique, donc à savoir notamment les entreprises. La réalité étant la suivante, qu'aujourd'hui on fait bien souvent l'erreur d'associer uniquement la technologie blockchain aux cryptoactifs. Oui, c'est une réalité. Les cryptoactifs sont la première application historique de la technologie blockchain, mais cette technologie dépasse et va bien au-delà de la finance. Et c'est une réalité qui a parfaitement été comprise par le gouvernement, puisque dans le cadre de la stratégie nationale qui a été lancée par la Direction générale des entreprises à travers la task force à laquelle j'appartiens aussi également, ils ont mis en évidence la nécessité d'utiliser la technologie blockchain dans d'autres domaines que le secteur de la finance. Ça signifie qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises ou des acteurs qui utilisent la technologie blockchain ou qui souhaitent l'utiliser en dehors du secteur de la finance n'ont pas aujourd'hui d'entité qui serait disposée à pouvoir les représenter et à défendre leurs intérêts. Donc l'objectif de la Fédération française des professionnels de la blockchain, ça vise à justement avant tout structurer notre écosystème, puisqu'on ne peut pas créer une véritable industrie s'il n'existe pas un tissu économique robuste. Et comment est-ce qu'on crée un tissu économique robuste? Eh bien, c'est en favorisant les liens et les synergies directes entre l'ensemble de ces acteurs. Et par qui j'entends l'ensemble de ces acteurs, c'est donc avant tout d'avoir au sein de la fédération une approche plurisectorielle, c'est-à-dire pouvoir permettre à chaque acteur de son secteur d'activité, que ce soit le secteur du luxe, le secteur de l'automobile, le secteur du bâtiment, le secteur de la chaîne logistique, le secteur de la finance naturellement qui est concerné, et bien d'autres secteurs qui aujourd'hui souhaiteraient utiliser la technologie blockchain et qui souhaiteraient soit l'expérimenter, soit tout simplement promouvoir des produits ou des services qui reposent sur cette technologie. Donc c'est avant tout la fédération, c'est une approche plurisectorielle. Et en cela, c'est un critère différenciateur majeur vis-à-vis de l'ADAN qui malheureusement, encore une fois, se concentre uniquement sur les cryptoactifs et malheureusement, ils n'ont pas compris que cela fait bien longtemps que la technologie blockchain trouve d'autres applications que
celles liées aux cryptoactifs. Donc ça, c'est effectivement le premier critère différenciateur. Le deuxième, nous ne sommes pas une association, nous sommes une fédération professionnelle. Donc c'est une dimension qui est tout autre. Mais également le fait que nous souhaitions joindre le geste à la parole en incorporant tout simplement la technologie blockchain au sein de la gouvernance de la fédération. Dit autrement, chaque adhérent sera en mesure de pouvoir exprimer son vote et sur les résolutions qui lui seront proposées. Et ce vote sera matérialisé tout simplement en créant un wallet pour chacun des adhérents à qui on va créditer ce qu'on appelle des non-fungible tokens, c'est-à-dire des tokens qui sont non fongibles et qui sont uniques et qui appartiendront à chacun d'entre eux pour s'assurer de l'authenticité du vote et de l'intégrité du vote, qui auront tout simplement à faire un choix dans leur vote. Ce sera donc comme des urnes, hein, quand vous vous rendez aujourd'hui pour voter, vous mettez votre bulletin dans une urne, et bien là, c'est le déplacement de ces tokens de votre wallet vers un wallet qui dirait oui, un wallet qui dirait non, et un wallet qui dirait tout simplement abstention. Le but étant de pouvoir permettre aux entreprises qui adhèrent à la fédération de pouvoir avoir un cas d'usage extrêmement concret de la technologie blockchain en l'utilisant au sein même de la gouvernance de la fédération. Et pour ceux qui effectivement sont déjà experts en la matière, eh bien, ils n'y verront aucun inconvénient à utiliser la technologie blockchain. Donc là aussi, on a voulu, on n'arrête pas de dire que finalement, on entend beaucoup de gens se décrire comme étant experts. Eh bien, il faut joindre le geste à la parole. Et pourquoi ne pas utiliser cette technologie dans le cadre de la gouvernance de la fédération? Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a voulu faire et qui nous tenait vraiment, vraiment à cœur à travers justement la fédération, qui a pour objectif, je le rappelle, de pouvoir à la fois créer un réseau extrêmement dynamique d'affaires à destination non seulement des entreprises, mais également des instituts de recherche, des académies, des écoles. Vous-même ici, vous représentez plusieurs écoles, et donc je pense que vous êtes parfaitement conscient qu'il y a un besoin aujourd'hui en termes de formation, puisque une technologie, si elle ne vit pas à travers l'acquisition de nouvelles compétences par les futures générations, eh bien, force est de constater que cette technologie finira par mourir d'elle-même, en tout cas sur le territoire, qui n'offrira pas des formations comme il se doit. Donc c'est destiné aux grosses entreprises, aux petites et moyennes entreprises, c'est destiné aux instituts de recherche, aux académies et aux universités et grandes écoles, mais également aux EPIC et aux EHPAD, à savoir les collectivités territoriales, pour engager un dialogue permanent avec ces acteurs. Donc c'est très important de pouvoir ouvrir énormément le nombre et la qualité des adhérents qui adhéreront demain à la fédération. Donc c'est vraiment une approche, comme vous le voyez, qui est totalement différente de ce qu'on a pu voir dans le passé. Ce n'est pas une approche pyramidale, mais c'est bien une approche de type bottom-up. Donc on part du bas pour tout simplement faire remonter les besoins de l'ensemble des acteurs de l'industrie et pouvoir s'assurer de vrais relais à l'échelle supranationale. Puisque ce qu'il faut savoir, effectivement, moi, depuis près de 3 ans, je me balade au sein des couloirs du Parlement européen, et bien souvent on me dit, écoute, Rémi, c'est bien gentil tout ça, mais avec qui on parle en France? Avec qui on parle, nous, Commission européenne? Avec qui on fait passer le message? Avec qui on entretient un dialogue permanent pour savoir quels sont les besoins des acteurs français et comment est-ce qu'on peut demain les faire remonter au sein de la Commission européenne pour mettre en place des dispositifs de financement extrêmement efficaces, pour faire en sorte que la réglementation s'adapte aux besoins des acteurs français. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on manque de relais au sein de ces institutions. Et donc, le but, c'est de pouvoir obtenir et devenir très rapidement l'interlocuteur de référence de la Commission, qui nous a d'ailleurs déjà reçus à ce sujet et qui est parfaitement disposé à faire de la Fédération française des professionnels de la blockchain l'interlocuteur privilégié de la Commission européenne. Donc voilà globalement nos enjeux, et c'est le fruit d'une véritable demande de la part des acteurs de l'industrie et d'autres entreprises. Vraiment, on a été totalement surpris par le nombre de demandes qu'on a reçues de la part et l'extrême diversité du nombre d'entreprises et d'entités de façon plus globale qui nous ont contactés pour pouvoir effectivement adhérer au sein de la fédération. Donc elle a vraiment vocation à répondre à ce besoin de façon extrêmement concrète, et j'espère l'année prochaine, à l'occasion des 1 an de la fédération, qu'on puisse faire une nouvelle conférence virtuelle pour que je puisse vous en donner les résultats. Eh ben c'est super Rémi. J'espère que tous les entrepreneurs qui agissent dans le monde de la tokenisation de la blockchain et qui regardent ce live ou sont présents avec nous sur Handspace
entendront ton appel et pourront rejoindre la fédération. Alors, on a des questions dans le chat. Zied, si tu pouvais Ouais, me on a dire. une question qui rejoint un peu ce dont vous venez de parler. C'est Murassam Moussafoun qui demande, vu que la technologie blockchain et crypto-monnaie, enfin les gens sont plutôt craintifs à ces deux concepts, est-ce qu'il y a des initiatives de grande ampleur qui sont prévues pour populariser ces technologies? Donc je ne sais pas si vous avez d'autres exemples, peut-être dans d'autres pays ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par populariser la technologie blockchain? Je pense peut-être que la question qui était posée, c'est est-ce qu'il existe aujourd'hui des grands projets qui permettent de démontrer qu'au final, la technologie blockchain, c'est bien plus que finalement un phénomène de buzz et que c'est une technologie qui est viable? Est-ce que ce serait la nature de la question? Allô? Allô, vous Oui, m'entendez? Ouais, oui, 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 oui. oui. c'est probablement dans ce sens-là, oui. Enfin, comment on peut D'accord. montrer que c'est pas forcément une chose dont on doit avoir peur, quoi. Alors oui, effectivement, je suis conscient qu'effectivement, il y a certaines caractéristiques de la technologie blockchain qui peuvent effrayer, notamment les gouvernements avec qui j'ai déjà discuté à plusieurs reprises, notamment sur le caractère décentralisé. On a peur lorsque c'est décentralisé, mais finalement, qui est responsable? Souvent, on se pose cette question et ça effraie beaucoup. Pour pouvoir comprendre justement toute la puissance de ces technologies, il faut pouvoir comprendre comment est-ce qu'on a traité l'apparition d'Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Internet, lorsque ça a apparu dans les années 80, ça avait pour ambition de pouvoir échanger des informations directement de pair à pair. Ça signifie qu'on pouvait échanger avec n'importe qui. Que s'est-il passé? Eh bien, les États y ont vu une menace, tout simplement, et ont choisi de pouvoir réguler Internet en imposant la nécessité de pouvoir accéder à Internet uniquement via des fournisseurs d'accès Internet. Aujourd'hui, vous n'avez pas accès à Internet si vous ne passez pas par un fournisseur d'accès Internet. Et ces fournisseurs d'accès Internet identifient de façon certaine chaque utilisateur en leur attribuant justement une adresse IP qui leur est associée et à travers laquelle on peut identifier tout un chacun derrière. Donc oui, la technologie blockchain, on entend beaucoup de choses autour de ça, notamment autour du Bitcoin, sur le fait de dire que Bitcoin est anonyme. Il faut y mettre fin immédiatement. Bitcoin n'est pas anonyme, Bitcoin est pseudonyme. Savez-vous la différence du pseudonymat avec l'anonymat? Eh bien, l'anonymat, c'est il est impossible de savoir qui fait quoi et qui est finalement est à l'origine d'une transaction. On ne peut pas l'identifier. Pensez-vous que lorsque vous êtes sur Internet, vous êtes totalement anonyme? Vous savez très bien que vous ne l'êtes pas. Pourquoi? Grâce à un certain nombre de faisceaux d'indices, notamment votre adresse IP, votre adresse MAC et d'autres critères qui permettent de pouvoir associer une publication à une personne physique ou une personne morale. Donc qu'en est-il au niveau de la technologie blockchain? Lorsque vous échangez un actif à travers un système de type blockchain, il va y avoir un échange entre deux portefeuilles. Donc un portefeuille A vers un portefeuille B, et l'ensemble de ces transactions sont enregistrées de façon définitive. Donc on sait qu'un Bitcoin a été déplacé du portefeuille A versus au portefeuille B, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir acheter ou acquérir du Bitcoin, comment pouvez-vous faire globalement? Il existe plusieurs moyens, mais le moyen le plus répandu, c'est de passer par une plateforme de type crypto exchange, comme Binance, Kraken, ou d'autres que vous connaissez aussi très certainement. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ces exchanges sont soumis à une obligation d'identification similaire à celle des établissements de crédit, puisqu'ils sont soumis à la même réglementation, à savoir la 5e directive de lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, ce qui fait qu'au final, vous êtes aujourd'hui tous potentiellement déjà identifiés comme détenteurs de crypto-monnaies. Et ça c'est une réalité et c'est ce qui va se passer aussi pour la technologie blockchain. Donc, il ne faut pas craindre l'innovation. Il y a toujours deux réactions finalement possibles. Soit on est enthousiasmé par l'innovation, soit on craint l'innovation. Lorsque les voitures sont arrivées, au préalable, il y avait les chevaux. Eh bien, les gens disaient, mais pourquoi voulez-vous une voiture? Pourquoi voulez-vous aller aussi vite, si ce n'est pour finalement faire des braquages et vous enfuir avec l'argent? Donc, encore une fois, une technologie est agnostique par nature. Cela dépend des cas d'usage qu'on veut bien en faire. Pour vous donner un exemple encore plus récent, qu'en est-il de la Chine?
Aujourd'hui, les Chinois ont décidé d'utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir attribuer un rating à l'ensemble de leurs citoyens et pouvoir pister l'ensemble de leurs citoyens. Bien sûr, un tel degré d'utilisation de la technologie n'arrivera jamais en France puisque nous avons une culture qui est tout autre. Mais n'accusons pas la technologie de celles et ceux qui finalement utilisent ces technologies. C'est très important de pouvoir faire la différence entre la technologie en elle-même, qui est entièrement programmable et neutre, et ses utilisateurs. Est-ce qu'on a d'autres questions Ouais, sur, effectivement, on a Robin Ok. Cryptost qui demande si une blockchain a vraiment un intérêt sans crypto-monnaie, sans crypto-actif. Alors, est-ce qu'une blockchain a un intérêt sans cryptoactif, c'est ça la question? C'est ça. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est il faut immédiatement distinguer deux choses. Euh, il y a, enfin, quelles sont les composantes finalement de la technologie blockchain? Eh bien, la technologie blockchain est composée globalement de 5 éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle un système de tokenisation. Qu'est-ce qu'un token? Un token, c'est tout simplement un véhicule d'information qui va transporter une information d'un point A à un point B dans un système. La réalité, c'est que ce token peut avoir une valeur monétaire ou financière. Le meilleur exemple qui soit, c'est Bitcoin. Bitcoin permet à la fois de transporter des informations, mais également d'avoir une valeur financière ou monétaire. Et il existe aujourd'hui des systèmes, systèmes de type blockchain qui ont recours à l'existence d'un token, puisque s'il n'y a pas de système de tokenisation, il n'y a pas de blockchain. Et donc, qui n'ont pas forcément de valeur monétaire. Donc, s'il n'y a pas de valeur monétaire, vous ne le trouvez pas sur CoinMarketCap, par exemple. Et c'est bel et bien une réalité. Donc, oui, il existe bien des projets qui utilisent la technologie blockchain sans avoir créé effectivement un actif et lui avoir donné une valeur monétaire ou financière. Donc ça, c'est le premier composant de la technologie blockchain, c'est le système de tokenisation. Le deuxième, c'est la cryptographie. Vous l'aurez compris, lorsque vous vous souhaitez échanger cet actif, vous êtes obligé de créer un wallet. Et lorsque vous créez un wallet, on vous attribue un jeu de clés, une clé privée, une clé publique. Et donc là, vous êtes en présence de la cryptographie. Donc ça, c'est le deuxième élément de la technologie blockchain. Le troisième élément de la technologie blockchain, c'est le registre distribué. Vous l'aurez compris, la force aussi de cette technologie, c'est de pouvoir être en mesure de pouvoir certifier que l'ensemble des données qui sont inscrites dans son registre sont intègres. Et le meilleur moyen de pouvoir le faire, c'est justement de pouvoir distribuer l'écriture des informations et des transactions, en l'occurrence, de ce registre à plusieurs parties. Imaginons que toutes les personnes ici présentes disposent d'une version originale et non pas une copie, d'une version originale de ce registre qui contient l'ensemble des transactions passées. Que va-t-il se passer? Lorsqu'une nouvelle transaction va arriver, le protocole tel qu'il est conçu va appeler l'ensemble de ces registres que chacun et chacune détient. Et lorsque il y a un ou plusieurs registres qui sont différents de la majorité des autres, le protocole considère que ces registres sont compromis et va donc les écarter. Donc plus vous avez finalement une distribution importante de ce registre, plus il est difficile de pouvoir justement falsifier les informations qui se retrouvent. Donc ça, c'est le troisième élément, le registre distribué. Le quatrième élément qui se trouve, c'est ce qu'on appelle un algorithme de consensus. Donc il y a une preuve de travail. La blockchain 1.0, à savoir la blockchain Bitcoin, apporte une preuve de travail de type proof of work, comme vous le connaissez, qui a à la fois des avantages et des inconvénients. On a vu ensuite arriver d'autres blockchains qui sont arrivés par la suite et qui ont apporté d'autres formes de validation de ces transactions qu'on peut connaître notamment sous proof of stake, proof of burn, différents types de preuves qui peuvent exister aujourd'hui. Donc ça, c'est la quatrième composante. Et enfin, la cinquième composante, c'est le caractère pair à pair de ces transactions en utilisant justement un réseau de type peer-to-peer, c'est-à-dire tout simplement Internet. Et donc, quand vous combinez l'ensemble de ces composantes, donc le système de tokenisation, la cryptographie, le réseau pair à pair, l'algorithme de consensus et le registre distribué, vous êtes en présence de la technologie blockchain. Et toute la puissance de cette technologie et le génie de Satoshi Nakamoto a été de pouvoir mettre en musique toutes ces technologies qui préexistaient. Donc c'est ça
la technologie blockchain et elle peut parfaitement exister sans qu'il y ait ce qu'on appelle un crypto-actif qui a une valeur monétaire. J'espère que ça a été un peu plus clair pour tout un chacun. Ça a été très très clair. Merci beaucoup Rémi. Est-ce qu'on a encore des questions sur le chat Twitch ou parmi le public d'Altver? Sinon, je vais recentrer un peu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la FFPB. Tu parlais d'une gouvernance qui était donc directement sur la blockchain au sein de la FFPB avec un système de vote. Tout à fait. Est-ce que tu penses que le gouvernement français et certains gouvernements de l'Union européenne sont capables d'implémenter la technologie blockchain et la tokenisation au sein de systèmes de vote, donc un système de vote parlementaire, mais aussi dans le cas d'élections, donc on a eu les élections à la municipale qui a été arrêtée par le Covid, mais est-ce que c'est possible, par exemple, que chacun des citoyens puisse voter dans le cadre d'une démocratie avec un token? C'est une très très bonne question et la crise que nous vivons dans la France, pas sanitaire, mais la crise démocratique depuis le mouvement des Gilets jaunes, pourrait trouver justement une réponse en utilisant la technologie blockchain pour pouvoir permettre de rapprocher les représentants du peuple lui-même, en redonnant au peuple le pouvoir de pouvoir avoir un impact sur l'évolution de notre société et sur la mise en œuvre de certaines réglementations. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est que j'ai travaillé avec le député européen roumain Ivan Catalin, qui a créé le premier parti politique européen dont la gouvernance repose sur un système blockchain qui s'appelle tout simplement DNA, comme ADN, et qui justement a vocation à pouvoir utiliser ces technologies pour rendre beaucoup plus transparentes les décisions et la mise en œuvre de ces décisions par les représentants politiques élus. Donc, est-ce que ça constitue pour moi le futur de la démocratie? Oui, ça le constitue. Après, soyons pragmatiques. Qui est en mesure de pouvoir mettre en place un tel système et le reconnaître comme étant un système équivalent au système actuel? Ceux qui nous dirigent. La question est la suivante. Est-ce que ceux qui nous dirigent ont un intérêt à faire cela? Eh bien, dit autrement, allez-vous scier la branche sur laquelle vous êtes assise? Malheureusement, je ne le crois pas. Donc je pense que ça ne pourrait arriver que si ça vient effectivement d'un mouvement citoyen. Et ce mouvement citoyen, vous avez toutes et tous ici une partie de cette responsabilité de pouvoir faire en sorte qu'on puisse utiliser un tel système demain en France pour des élections au sein même d'entreprises ou d'associations, puisqu'il faut pouvoir l'expérimenter à petite échelle avant de la déployer à très grande échelle. Et moi, je pense véritablement qu'un tel système permettrait de réconcilier une partie des Français avec leurs représentants et s'assurer finalement qu'une fois que les représentants sont élus, eh bien, qu'ils tiennent bien les promesses qu'ils ont faites durant la campagne. Alors, Rémi? Oui. Vas-y. Oui. Du coup, peut-être pour recentrer sur le sujet de la tokenisation, pour les gens qui nous regardent et qui n'auraient pas forcément des compétences techniques forcément un peu poussées, moi j'aimerais poser une question, on va dire, assez basique. Donc par exemple, imaginons que voilà, on tokenise par exemple des lingots d'or sous forme de token, on va dire une centaine de lingots d'or. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce sous-jacent si par exemple 2 lingots d'or disparaissent, peu importe la raison? Comment est-ce qu'on arrive à lier la valeur du token à la valeur du sous-jacent si on n'a pas forcément le contrôle du sous-jacent? Comment est-ce qu'on s'assure de ce point de vue-là que l'échéance du coin est bien faite? Je vois très bien de ce dont tu veux parler et je pense que c'est l'occasion pour moi de pouvoir mettre en évidence quelque chose qui est fondamental. Aujourd'hui, si vous souhaitez acheter de l'or, comment faites-vous? Vous avez finalement 2 possibilités. Soit vous rendre directement chez un marchand qui vous propose la possibilité d'acquérir une once d'or. Vous en avez à Paris, vous en avez à Marseille, vous en avez à Lyon, vous en avez dans globalement toutes les grandes villes, et que vous sécurisez vous-même l'or que vous avez acheté. Ou bien, ce qui se passe pour 99% du temps, acheter sur les marchés financiers, en principe, un actif financier qui vous permet de pouvoir détenir de l'or. Que se passe-t-il? Ce qu'il faut savoir, c'est que les transactions sur les marchés financiers se dénouent de 2 façons possibles. Soit
lorsque vous souhaitez revendre votre actif, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va venir vous déposer chez vous sur votre tapis l'équivalent de l'once d'or, même si vous demandez un dénouement physique? Ça n'arrivera pas, puisque dans la plupart des cas, ce sont des dénouements uniquement en cash. Donc ça signifie que quand vous détenez de l'or, techniquement, vous ne détenez pas de l'or. Vous détenez un actif qui, lui, représente de l'or, et ce qui implique que vous n'avez pas besoin d'en détenir physiquement. Donc toutes celles et ceux qui proposent des produits financiers qui sont liés à l'évolution du cours de l'or ne détiennent pas eux-mêmes de l'or. Donc la critique qui peut être faite, si tu veux, au système de tokenisation est une critique qui peut parfaitement être faite au système financier tel qu'il existe aujourd'hui. Pour autant, devons-nous continuer à aller dans cette direction? Je ne le pense pas, et donc c'est une très bonne question que tu as posée. Pour ça, il faudrait pouvoir permettre, s'assurer qu'il existe finalement un tiers certificateur, parce que la technologie blockchain, bien qu'elle puisse certifier beaucoup de choses, elle ne peut pas tout réaliser. Un tiers certificateur qui va finalement détenir l'ensemble de ces actifs sous-jacents, donc l'or, et qui va pouvoir permettre en temps réel de vous dire finalement quelle est la quantité d'or qu'elle détient dans ses réserves et si finalement le nombre de tokens qui sont en circulation sont en adéquation avec l'ensemble des lingots qu'elle détient. Et donc ça, on peut passer typiquement par des tiers de confiance qui existent depuis très très longtemps et qui font ça très bien et qui peuvent parfaitement utiliser le système de tokenisation pour pouvoir favoriser l'investissement effectivement dans l'or. Donc là-dessus, c'est quelque chose, c'est un enjeu quand même qui est majeur et je peux comprendre effectivement toutes les réticences en se disant mais finalement, est-ce que j'achète un truc qui a vraiment une vraie valeur? Bah, la réalité dans tout ça, c'est qu'en fait, ça repose sur ce qu'on appelle un consensus. Si on se met tous d'accord ici pour considérer que ce bout de papier vaut quelque chose et qu'on puisse l'échanger entre nous pour nos diverses transactions commerciales, eh bien, il vaudra quelque chose. Ce qui m'amène à un autre sujet. Aujourd'hui, vous voyez que l'ensemble des banques centrales du monde entier font tourner la planche à billets comme jamais, chose qu'elles font déjà depuis des décennies et des décennies. En effet, depuis la fin des accords de Bretton Woods, il n'y a plus de nécessité pour une banque centrale de détenir l'équivalent en or de la monnaie qu'elle émet. C'est aussi simple que ça. Donc pourquoi finalement l'euro que vous détenez chacun dans votre poche vaut-il quelque chose? Eh bien parce que c'est l'État qui vous dit que ça vaut quelque chose et parce que vous-même, citoyen, vous considérez que ça vaut quelque chose. Alors qu'en fait, sa valeur intrinsèque, elle ne vaut rien du tout puisque c'est tout simplement un bout de papier. Et donc ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle les critères fondamentaux de la monnaie. Et c'est Aristote qui les a détenus au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui vous disait tout simplement quand est-ce que nous sommes en présence de la monnaie. Eh bien, une monnaie a eu des formes extrêmement évoluées au fur et à mesure du temps. Donc effectivement, il y a eu de l'or, qui était où avant on frappait des monnaies en pièces d'or et l'équivalent de son poids, eh bien, c'était le reflet de sa valeur. Après, on a eu d'autres contextes qui a fait que la monnaie a pris d'autres formes. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les cigarettes ou les rations de survie étaient une monnaie, étaient une véritable monnaie d'échange. Donc c'est tout simplement l'existence d'un consensus. Et les trois critères qui ont été définis par Aristote, c'est l'existence effectivement d'un consensus, le fait que ce soit un intermédiaire d'échange et que ce soit une réserve de valeur. Et donc aujourd'hui, il est légitime de se poser la question, est-ce que Bitcoin finalement a toutes ces caractéristiques-là? Et force est de constater qu'effectivement, il en a en partie, pas totalement, pas encore, mais que, en tout cas, moi je l'espère à titre personnel, qu'en tout cas, il deviendra très rapidement effectivement une monnaie au sens direct du terme. J'espère avoir répondu à ta question. Mais du coup, tu as fait référence il y a une question, je crois. Tu as fait référence 2 fois à un concept qui est le consensus. Ça nous renvoie un petit peu à l'idée de gouvernance. Oui. Est-ce que tu pourrais expliquer aux personnes qui nous regardent comment s'organise la gouvernance quand on parle de tokenisation? Je vais donner un exemple très simple. Par exemple, imaginons qu'on tokenise par exemple un immeuble entier. Du coup, on perd cette incentive pour les détenteurs du token de s'associer aux coûts fixes qui sont associés à la gestion par exemple du bâtiment, puisque les gens n'ont pas de rapport direct avec l'actif qu'ils détiennent. Du coup, comment s'organise la gouvernance autour de ces tokens? Toi, comment, dans la vie de tous les jours, tu fais pour que la gouvernance soit correctement respectée? Comment elle existe? Alors, c'est une bonne question et je pense que finalement, tout projet a ses spécificités. C'est pourquoi, en fait, il ne faut pas enfermer
la technologie blockchain dans des modèles de gouvernance qui sont déjà bien précis. La gouvernance, elle repose sur plusieurs indicateurs. La gouvernance, c'est au niveau de qui finalement a des droits d'écriture, qui a des droits de lecture sur l'ensemble des transactions qui sont réalisées dans le réseau, et qui finalement est en mesure de pouvoir intervenir en tant qu'acteur dans ce réseau. Et bien, ce sont des choses qui sont entièrement paramétrables. Ce qu'il faut vraiment comprendre, et que j'aimerais que tout le monde puisse comprendre aujourd'hui, cette technologie constitue véritablement la première technologie qui est entièrement programmable. Rémi, si tu peux revenir faire sur le tout stage. ce que vous voulez. Oui, si tu pouvais revenir sur l'estrade, Rémi. Sinon, sur le live, on te voit. Je reviens. J'étais parti J'étais parti me mêler à la population. Exactement. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, cette technologie est entièrement programmable. Ça signifie que vous pouvez définir les critères de gouvernance qui sont propres à votre projet. Et donc, il n'y a pas de règles par défaut à ce sujet. Donc, la gouvernance est véritablement organisée par le porteur de projet. D'accord. Et toi, au niveau de la régulation, du coup, tu ne vois pas forcément de relation entre la gouvernance et la régulation quand il s'agit de détenir des actifs physiques qui peuvent être associés à d'autres droits, d'autres devoirs quand on détient certains actifs? Je pense qu'il faut tout simplement avoir une approche extrêmement simple. En fonction de la nature des droits qui sont conférés à toutes les parties prenantes, eh bien, la responsabilité qui va avec, tout simplement. Tout comme on fonctionne également aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on aurait une approche différente avec la technologie blockchain. Ok. Alors, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Rémi. Est-ce qu'on a quelques questions sur le chat Twitch, Zied? Non, on n'a pas de questions Allez-y, supplémentaires pour le n'hésitez moment. pas. On n'a pas de questions supplémentaires. Alors, j'en avais une particulière. Tout à l'heure, Rémi, tu parlais de monnaie. Récemment, Christine Lagarde a confirmé que les différents pays de la zone euro travaillaient communément sur la création d'un crypto-euro. Quel serait l'intérêt, selon toi, de cette tokenisation de l'euro? Puisqu'on parle vraiment d'une tokenisation quand on crée ce qu'on appelle une CBDC. Oui, tout à fait. Alors, CBDC pour Central Bank Digital Currencies, ça veut dire tout simplement qu'une banque centrale envisage de créer une version numérique de la monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est en cours légal. Pourquoi finalement, quand on y réfléchit, pourquoi est-ce que les banques centrales veulent se saisir pleinement de la technologie blockchain alors qu'elles-mêmes, il y a à peine quelques années, décriaient l'utilisation de la technologie blockchain? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elles sont pragmatiques. Quel est le rôle aujourd'hui d'une banque centrale? Eh bien, le rôle d'une banque centrale, c'est tout simplement de pouvoir s'assurer de la stabilité financière de la zone qu'elle régule. Donc, pour la Banque centrale européenne, c'est la zone euro. Pour la Fed, c'est tout simplement les États-Unis d'Amérique. Pour la BOJ, c'est le Japon. Et pour la POBC, c'est la Chine. Donc, pourquoi est-ce qu'elles ont un intérêt finalement à l'utiliser? Eh bien, grâce aux caractéristiques de ce qu'offre cette technologie. Aujourd'hui, elles sont en mesure, en créant une version, une CBDC, de pouvoir connaître en temps réel où se situe effectivement la masse monétaire. Quelle est la masse monétaire en circulation? Qui détient quoi? Où est l'argent? Donc il y a une traçabilité très forte qui est permise en créant justement une version crypto de l'euro, grâce à ce crypto-euro. Deuxième intérêt, c'est qu'aujourd'hui, une banque centrale, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui lui coûte le plus cher avec les banques commerciales, c'est tout simplement la sécurisation de l'ensemble des ATM, c'est-à-dire les distributeurs de billets. C'est-à-dire le fait qu'ils puissent les alimenter, retirer l'argent qui sont stockés, pouvoir sécuriser l'accès à ces ATM, sécuriser l'ensemble du système qui est relié à ces ATM. Et ça coûte énormément d'argent. Et globalement, ça coûte généralement entre 5 à 10% du coût global du système financier pour une banque centrale. Donc c'est très intéressant pour elle, puisque si on passe vers une version dématérialisée et qu'on vous dit tout simplement, vous avez à avoir un wallet officiel qui vous sera très probablement fourni par votre banque commerciale, qui demain va vous créer un wallet qui sera associé à votre compte bancaire, eh bien, elle pourra savoir
elle pourra rapidement faire circuler effectivement de l'argent de façon beaucoup plus rapide et efficiente sans se soucier de la sécurisation du transfert du cash. Ça, c'est le deuxième intérêt. Le troisième, disons-le clairement, une banque centrale, son objectif ultime, c'est de faire disparaître le cash. Pourquoi? Puisque lorsque, supposons ici, Serge, que je te remette immédiatement une valise de cash sans que personne ne le sache, bien sûr, et qu'on ne soit pas en retranscription live sur Twitch. J'accepte volontiers. Seul toi et moi pouvons savoir, seul toi et moi pouvons savoir que nous avons réalisé cette transaction. Tout à fait. Et donc ça, c'est problématique pour la Banque centrale, puisqu'elle se dit, pour les raisons de money laundering et de financement du terrorisme, de pouvoir supprimer le cash. Ça, c'est la version officielle. La version officieuse, c'est qu'on peut mieux contrôler les masses si on peut contrôler leur argent. Donc ça, c'est la réalité. Donc c'est pour ça que finalement, les banques centrales, pour des raisons d'efficience en matière de sécurité, pour des réductions de coûts, puisque échanger aujourd'hui un bitcoin d'un portefeuille à un autre coûte moins cher que de faire un virement traditionnel. Donc c'est donc la sécurité, l'efficience en termes de coûts, la traçabilité entière et la transparence, mais uniquement vis-à-vis de la banque centrale. Si vous croyez que demain, en créant une version crypto, tout le monde pourra avoir accès aux wallets et aux comptes bancaires des autres, croyez-moi, vous vous méprenez, ça n'arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plus de 80 banques centrales qui aujourd'hui expérimentent l'utilisation de cette technologie pour créer un CBDC. Et on l'a vu aujourd'hui, avec le Covid, ça a pris d'autant plus de sens. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a vu que les billets pouvaient être vecteurs, effectivement, et transmission de maladies. Mais au-delà de tout ça, ça permet de pouvoir rapidement disséminer l'argent de façon beaucoup plus rapide qu'elle ne le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, comment finalement l'argent circule? Eh bien, il circule grâce à la fois aux banques centrales, mais également aux banques commerciales. Crédit Agricole, BNP, Société Générale, Barclays, etc., etc., sont des banques commerciales. Et c'est ces banques commerciales qui, à travers les prêts qu'elles accordent aux particuliers et aux entreprises, vont créer la monnaie et vont permettre de la circuler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le gouvernement distribue et favorise les emprunts. Ouais. Effectivement, le règlement de livraison, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, quand vous achetez des titres, vous avez une chaîne, un ordre bien respecté à respecter. Donc aujourd'hui, le règlement de livraison, ça implique beaucoup d'intermédiaires, notamment une chambre de compensation, qui va se substituer à l'ensemble des acheteurs et des vendeurs pour pouvoir dénouer la transaction. Dit autrement, elle va s'assurer d'un côté que l'acheteur de titres dispose bien de ses titres et surtout dispose bien des fonds. Donc pour ça, elle va faire un appel de marge. Donc elle va demander une sécurité via ce qu'on appelle un collatéral. Généralement, ça prend entre 10 et 30% du montant de la transaction. Et au vendeur, elle va lui demander tout simplement de pouvoir délivrer ses titres sous 3 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est historiquement, une transaction pour échanger des titres prenait 5 jours. On est passé à 3 jours. On passait bientôt à 2 jours avec les systèmes actuels. Et en utilisant la technologie blockchain, on peut passer à J, et je suis gentil quand je dis J, on peut passer quasiment en temps réel. Et l'avantage, c'est à la fois pour l'ensemble des acteurs, puisque en dénouant la transaction de façon quasiment instantanée, vous n'avez pas besoin d'avoir de garantie, donc pas de collatéral. Donc ça signifie que l'argent qui était bloqué en garantie peut circuler. Donc ça, c'est beaucoup plus efficient. Ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième, c'est effectivement la possibilité de pouvoir réduire le coût de ces transactions. Donc ça, c'est aussi une efficience qui a été parfaitement mis en avant au niveau de ces aspects-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà aussi une réalité, puisque l'Australian Stock Exchange, en 2016, était la première place financière à déclarer qu'elle souhaite utiliser un système blockchain pour pouvoir réaliser l'ensemble des transactions qui se passent sur sa place de marché. Et on sait que le Swiss Stock Exchange a également suivi le pas de façon beaucoup plus récente, puisqu'il a annoncé en 2018 vouloir le faire et basculer totalement en 2021 sur ce type d'infrastructure. Donc c'est bien l'infrastructure de demain. Très bien, excellent. Donc beaucoup d'avenir pour la tokenisation de monnaie. Il nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste une petite dizaine de minutes. Ziad, est-ce qu'on a quelques questions sur le chat Twitch pour que Rémi puisse... Non, on n'a pas de questions supplémentaires sur Twitch. Entendu, très bien. Alors Rémi, on avait une question particulière, peut-être plus technique que prévu. La plupart des tokens en fait s'émettent sur le protocole Ethereum.
Quel est l'intérêt? Pourquoi ne pas pourquoi ne pas tokeniser sur d'autres protocoles? Et aussi, est-il possible de tokeniser sur la blockchain Bitcoin? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, effectivement, aujourd'hui, il existe plusieurs protocoles qu'on peut utiliser effectivement pour pouvoir tokeniser au-delà d'Ethereum et de Tezos. Le choix de l'infrastructure, justement, dépendra des fonctionnalités propres à votre projet, puisque à chaque protocole, vous avez des coûts de transaction qui sont différents, vous avez un degré de sécurité qui est différent, et vous avez comment dire, une taille de transaction qui est également différente en fonction des blockchains. Donc je dirais que, et c'est pour ça que nous, on a fait le choix sur Tozex.io, justement d'avoir une approche agnostique. Ça signifie qu'on met à disposition la possibilité de tout un chacun de pouvoir créer son actif, l'échanger et le manager en sélectionnant l'infrastructure blockchain de son choix entre Ethereum, Ethereum classique, Credit, Stellar, Waves et d'autres en fonction des demandes qu'on reçoit de la part de notre communauté. Donc, est-ce qu'il existe aujourd'hui une infrastructure de préférence pour pouvoir le faire? Oui, pourquoi est-ce qu'on choisit avant tout Ethereum? Parce que comme c'est le standard de place, eh bien, il y a tout un panel d'outils qui sont compatibles avec Ethereum qui ne sont pas forcément avec Tezos. Tezos, bien qu'étant prometteur aujourd'hui, n'a pas du tout autant comment dire, de capacité à développer des outils comme dispose aujourd'hui Ethereum. Et Ethereum, c'est la force de sa communauté. Donc Tezos est probablement une infrastructure en devenir, mais aujourd'hui, force est de constater la réalité, c'est que aujourd'hui, vous avez Stellar qui est aussi bien développé, vous avez Cardano qui est extrêmement bien développé, et vous avez notamment, comme vous l'avez compris, Ethereum. Donc le choix de l'infrastructure se fait en fonction des besoins. Voilà ma réponse. Très bien. Donc pour résumer sur cette question concernant les différentes blockchains pour la tokenisation, d'un côté, privilégierait plutôt Ethereum pour la communauté qui buidle autour d'Ethereum et de la tokenisation. Et l'avantage de choisir donc plutôt Tezos, c'est cette gouvernance qui est on-chain, c'est-à-dire les votes qui se font directement sur la blockchain et donc qui évite les forks. On va arriver à la fin de notre débat. S'il y a une petite question sur le Twitch, on prend. Zied, Non, pas de question. pas de question, très bien. Eh bien, donc on arrive à la fin de notre session de débat sur la tokenisation en français en Europe. Merci à vous tous d'y avoir assisté. Merci à nos intervenants, Rémi et Bilal, pour vos réponses d'une rapidité, d'une rare précision. Merci à toi. Voilà, on s'excuse également pour les différents problèmes techniques qui ont eu lieu et également pour l'absence de Jean-Michel Nice. Et puis nous vous souhaitons à tous une très très bonne soirée et nous vous disons à très vite pour un nouvel événement. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao.